Alors, bienvenue à ce webinaire donc d'introduction à la formation en animation. Cette formation, elle vous est proposée par le RNAR, qui est le Réseau national agriculture et ruralité, en collaboration avec les réseaux régionaux. Donc, pour le présenter un peu, le Réseau national agriculture et ruralité, c'est ce qu'on pourrait appeler le réseau PAC français. En fait, c'est une obligation européenne. Il est prévu dans le plan stratégique national, donc le PSN, et il couvre les deux piliers de la PAC, aussi bien le FEADER que le FEAGA. Il est également copiloté par diverses instances, donc également aussi bien le ministère de l'Agriculture que l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Régions de France et les autorités de gestion régionale au niveau des conseils régionaux. Et pour décrire un peu ces missions, ces grands objectifs sont de favoriser la mise en œuvre du PSN et l'atteinte de ces objectifs, renforcer le lien entre politique agricole et rurale, stimuler l'innovation dans ces deux domaines, et valoriser plus généralement les politiques publiques et les fonds européens auprès de tous. Donc, pour atteindre ces objectifs, le réseau met en place diverses actions qui peuvent rentrer dans trois grands axes. Donc, on a un axe capitalisation où nous finançons des études, mais également des thèses, on suit des doctorants. On a également un axe information et communication. Donc, on a un site internet qui est plein de ressources, qui est encore en construction, mais qui a plein d'outils utiles. On a des webinaires. On propose également une newsletter que je vous invite à vous y inscrire. Je vais vous partager le lien dans le chat après pour être informé de l'ensemble de nos événements, donc comme ces formations. Et un troisième axe qui est l'axe animation et mise en lien d'acteurs. Donc le réseau, c'est vraiment un continuum de l'Europe au terrain. Donc on est en lien avec la Commission européenne et notamment ce qu'on appelle l'EU Cap Network, qui est le réseau européen de la PAC. Et on est également en lien avec les réseaux régionaux, dont certains sont présents aujourd'hui. Et c'est dans cet axe en fait d'animation que s'inscrit donc la formation à laquelle vous participez aujourd'hui. Ce webinaire, il sera animé par Alice Mousson de l'agence Nicomac et je vais lui laisser la parole. Super, merci beaucoup Léane pour ce mot d'introduction et puis de rester avec nous aussi pour faire des liens et puis la logistique aussi visio. Euh, Ravie d'être avec vous du coup à ce webinaire. Donc un petit mot peut-être de présentation. Donc en effet, je m'appelle Alice Lousson, je travaille pour le cabinet Nicomac. On est des formateurs et des consultants. On anime aussi des séminaires et on anime aussi des communautés d'experts pour intervenir sur l'ensemble de nos thématiques qui peuvent être et orientées plutôt relations interpersonnelles, managériales, tout ce qui est qualité de vie aussi au travail, l'aspect diversité ou encore les démarches qualité. Voilà, des zones d'intervention qui sont finalement assez larges, mais qui font pas mal de liens avec notre thématique aujourd'hui, qui est une introduction aussi à ce qui vous est proposé dans le cadre de formation après sur une journée et qui du coup va toucher des questions plutôt d'animation. Je vais revenir sur quelques éléments déjà introductifs de qu'est-ce qu'on appelle animation de partenariat d'acteurs et pourquoi, dans le cadre de vos activités, il y a un enjeu à venir renforcer certaines compétences, certains éléments, certaines bonnes pratiques aussi, des choses que vous faites déjà. Euh, on a 1 heure et demie du coup ensemble. Je reviendrai aussi sur l'état d'esprit peut-être avant. On va pas faire un grand tour des écrans. Je crois qu'il y avait plus d'une centaine d'inscrits, donc merci d'être aujourd'hui présent aussi avec nous. Mais j'ai peut-être 3 questions à vous poser. Et c'est Léane qui va vous lancer des sondages qui devraient apparaître. Alors je vois que parfois vous êtes deux par écran. Bah, choisissez la réponse qui vous semble le plus pertinente. Voilà, ça vous fait une petite inclusion entre vous de se mettre d'accord. Donc, oula, pardon. Je suis allée tout à la fin au lieu de passer la suite. Donc, 3 questions. La première question, Léane, si vous pouvez la lancer, c'est avec quelle casquette je viens aujourd'hui? Donc, en effet, il y en a certainement qui sont plutôt côté GALG, OPEI, GOPEI ou plutôt réseau régional. Voilà, ça permet d'avoir un peu une idée de votre casquette. Alors, j'ai mis casquette, on aurait pu mettre métier, on aurait pu mettre type de projet. Et je sais pas vraiment si je vois les réponses, moi, de mon côté, mais... Alors, les réponses qui s'affichent, donc on a 88% de GAL Leader, 6% de GOPEI et 6% de réseaux régionaux. Ok,
Très bien. Donc, peut-être dans les échanges, vous verrez dans le temps du webinaire, il y a des moments plus où c'est moi qui vous parle et plus où on vous mettra un petit sous-groupe. Ça va être du hasard, hein, vu que le nombre que vous êtes, on n'a pas sélectionné qui être avec qui. Soyez du coup juste vigilants à regarder c'est quoi les différences qu'ils peuvent avoir entre des postures d'animation de partenariat quand je suis plutôt sur du Gal Leader ou du GOPUI ou quand plutôt je suis en réseau régional. Peut-être le parti pris aussi de la formation, c'était de se dire que ces thématiques d'animation de réseau, ils vous concernent tous, quel que soit votre périmètre, on va dire, d'intervention, le type de projet que vous portez, le type de métier, etc. Et donc, ça permet aussi d'enrichir les pratiques des uns et des autres, de venir voilà, s'appuyer sur ce que les autres aussi font. Deuxième petite question, dans cet aspect animation de réseau, pardon, moi je voyais un peu 3 grandes dimensions que j'aime bien traiter et je vous propose du coup de, voter sur c'est quoi l'attente pour vous que vous avez? C'est quoi le sujet pour vous qui vous semble le plus important, intéressant à creuser au regard des défis que vous rencontrez dans vos animations de réseau? Donc il y a soit l'aspect plutôt outils d'animation de réunion, donc là plutôt du pratique de j'ai des comités à animer, j'ai des réunions, des ateliers thématiques, voilà, j'ai besoin d'outils plutôt là-dessus. Ou alors vous avez plutôt ce besoin de venir structurer ce fameux temps qu'on ne prend jamais, un peu de prise de hauteur, en disant ok finalement moi quand je parle d'animation partenariale, d'animation territoriale, d'animation de réseau, de quoi je parle, c'est qui mes acteurs, quand est-ce qu'ils se rencontrent. Voilà, avoir un truc un peu plus vision globale, donc ça c'est la réponse 2. Et la réponse 3, c'est plutôt de se dire, avant d'animer un réseau, il y a quand même, c'est qui les gens que je dois mobiliser et c'est quoi leurs attentes? Et venir analyser c'est quoi les besoins avant d'y répondre. Voilà, donc ça, c'est la troisième attente. Je dis pas qu'on va traiter les trois, mais ça me permettra de faire des liens avec ces trois éléments. Je vous laisse voter, puis Léane, je vous laisse nous dire les résultats. Pas de souci, je vois que les votes évoluent encore, donc j'attends un peu. Hop, voilà, ça se stabilise à 57 votes. Alors, nous avons 39% des répondants qui ont répondu des outils d'animation de réunion, 30% une réflexion globale sur les enjeux d'animation de réseau et 29% des outils pour mieux répondre aux attentes des parties prenantes de mon réseau. Eh ben, c'est plutôt réparti. Alors, on voit que la notion d'animation de réunion ressort un petit peu plus que le reste, mais ok, ça me permet aussi d'y voir plus clair là-dessus. Merci. Et après, dernière question qui est plutôt une question personnelle. Donc, en effet, pour celles qui sont à deux autour de l'écran, votez là où ça vous semble le plus pertinent ou la moyenne des deux. Mais je pense, en général, quand on s'inscrit comme ça à un webinaire et qu'ensuite il y a des formations qui sont proposées, il y a déjà une question sur moi où j'en suis, quoi. Et vous partez pas de zéro. Et donc, j'avais envie de vous poser cette question-là, de à quel point vous êtes à l'aise quand on parle de rôle d'animation de réseau, je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai pu échanger avec certaines personnes du réseau pour préparer ce webinaire-là. Il y a un vrai enjeu de posture. Au-delà de est-ce que je connais mon écosystème, est-ce que je connais mes acteurs, est-ce que je connais tous les programmes aussi que je porte, ou la stratégie que je suis, ou la vision, voilà, ou la stratégie que je suis en effet en train de porter sur le terrain après. Il y a quand même une question de posture. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous poser cette question-là, à quel point je suis à l'aise aujourd'hui dans mon rôle d'animation de réseau, donc dans ma posture d'animation de réseau. Est-ce que c'est pas du tout à l'aise et c'est OK, on accueille tout le monde dans ce webinaire. Voilà, vous êtes certainement plein d'autres belles qualités. Plutôt pas à l'aise, donc plutôt non. Après, ça vous empêche pas certainement de faire le job qui vous est demandé aujourd'hui. Assez à l'aise, vous vous dites finalement l'enjeu, c'est pas tant la posture. Il reste des zones d'inconfort, mais ou très à l'aise, c'est des choses en termes de posture, c'est OK. Ça n'empêche pas qu'il y a des outils sur lesquels vous seriez intéressé d'en savoir plus, mais en tout cas, en termes de posture, ça fonctionne bien. Pareil, petit en silencieux. Alors, les réponses ont été assez rapides. Donc, on a 1% de personnes, non, alors ça s'est modifié au dernier moment, 3% de personnes qui se disent pas du tout à l'aise, 36% qui se disent plutôt à l'aise, 60% assez à l'aise et 1% très à l'aise. Ok. Top, eh ben, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez quelques billes pour
être très à l'aise, en tout cas pour passer un échelon, ou en tout cas que ça vous donne envie aussi de creuser, ces sujets-là. Et on reviendra à ce qui se passe ensuite, dans l'ensemble des régions, sur ces thématiques. Merci pour ce petit moment, qui me permet aussi de clarifier ce qu'on va faire. Alors, pour aller peut-être un tout petit peu plus loin dans l'état d'esprit de ce webinaire. Hem Nicomac, on aime bien se présenter avec notre raison d'être. Donc, pourquoi est-ce qu'on agit aujourd'hui auprès de nos clients? C'est pour cultiver la capacité d'agir. Donc, clairement, moi, je vais m'appuyer sur et des expériences que je peux avoir en tant qu'animatrice de réseau de mon côté, animatrice aussi de temps, d'ateliers d'échange, de séminaires, etc. Et puis tout ce que je peux faire aussi, plutôt avec une casquette de formatrice, euh, pour vous donner des outils. Euh, Vraiment, mon parti pris, c'est de dire les outils sont utiles dans le contexte des gens. Donc, ce que je vous propose de faire pour que ça vous donne vraiment une capacité d'agir, c'est vraiment regarder c'est quoi vos enjeux et comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de ce que je vous propose pour les ajuster à votre patte, à votre contexte. Je trouve que c'est vraiment super important. Deuxième élément de notre raison d'être, c'est pour s'engager vers des futurs souhaitables. On a un parti pris à Nicomag qui est de dire le futur souhaitable, il se construit avec les parties prenantes. Donc, ça fait partie des thématiques que je voulais aborder avec vous dans ce webinaire. C'est aussi réfléchir à qu'est-ce qu'attendent mes parties prenantes dans ma posture? Qu'est-ce qu'attendent mes parties prenantes dans l'animation du partenariat d'acteurs? Qu'est-ce qu'attendent mes parties prenantes dans l'animation territoriale? Voilà. Alors plutôt une dimension de mais c'est quoi que je vise en fait? C'est quoi les besoins? Et pas que quelque chose qui vous est propre et qui est légitime de dire moi je pense qu'il faudrait faire plus ça. Voilà, regardons plutôt qu'est-ce que les gens aimeraient et puis regardez après comment est-ce que ça peut rentrer en adéquation à ce qui vous semblerait vous plus pertinent dans votre rôle d'animation. Trois mots-clés dans l'état d'esprit que j'essaierai de retranscrire dans ce webinaire d'1 heure et demie. C'est le côté simple. Dès qu'on touche à de l'animation, à de la posture, à de la relation partenariale, on est sur des choses qui sont très intangibles, en fait. Donc, il y a des outils qui sont des outils pratiques, ça n'empêche pas. Par contre, clairement, la relation humaine, elle est beaucoup plus complexe. Aussi dans des métiers comme ça peut être clairement les vôtres, où il y a et des dimensions d'influence, où il y a des acteurs qui sont très différents, avec des postures qui sont très différentes, ou des positions même qui sont très différentes. Quand il y en a qui peuvent faire, donc quand il y a des porteurs de projets, quand il y a des personnes qui font partie des comités de programmation, par exemple. Enfin voilà, il y a des zones d'influence aussi. Et puis vous dépendez clairement de ce qui peut se passer au niveau de la PAC et au niveau aussi des idées ou des politiques nationales. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on va se présenter là en 1 heure et demie. Mais c'est aussi en partant de la simplicité, ou en tout cas de ce qui est essentiel, qu'on arrive à trouver des petits pas. Voilà ce que je vous propose de faire. Il y a un aspect stimulant qui est important aussi pour nous. Donc, il y aura au moins un temps, certainement deux, si c'est pertinent en termes de timing, où on vous mettra en plus petit sous-groupe, ce qui permettra des échanges un peu plus dynamiques que entendre ma douce voix. Surtout qu'a priori, vous ne l'entendez pas, mais il y a des travaux autour de moi. Donc, je suis d'ailleurs ravie de l'insonorisation de l'endroit où je suis pour ce webinaire. Donc, voilà, l'idée aussi de rester stimulant, ce qui me permet aussi de dire utilisez le chat s'il y a des moments où vous m'entendez pas bien. Utilisez le chat si vous avez l'impression que la connexion, elle fonctionne pas trop de mon côté ou du côté de certains participants, participantes qui peuvent prendre la parole dans les sous-groupes. Utilisez le chat pour rebondir aussi. Dire ah ça j'ai pas trop bien compris, j'ai juste une petite question. Si vous n'avez pas envie de prendre la parole en levant la main là avec l'outil, posez la question sur le chat. J'essaierai de le suivre aussi pour y répondre et puis Léane peut aussi nous aider là-dessus. Voilà, faites en sorte que cette 1 heure et demie soit un truc aussi un peu d'interactif. Et puis l'expérimentation, c'est aussi important. On est assez convaincu que sur ce genre de sujet, et encore plus dans des environnements incertains, où il peut y avoir des choses qui bougent, où on est dépendant de porteurs de projets différents, on est dépendant d'acteurs aussi différents, bah, c'est important d'expérimenter, puis de voir ça fonctionne pas. Vous avez été nombreux à parler d'outils aussi d'animation, de réunion. Quand on vient à venir réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour rendre plus stimulantes finalement et efficaces mes réunions, bah, souvent on arrive sur des outils qui nous bousculent, quoi, où on n'a pas l'habitude et on se demande, mais oh là là, les gens ils vont me regarder bizarre là, arriver avec cette nouvelle posture, ce nouvel outil. Euh, Expérimentez. Trouvez c'est quoi le premier petit pas que vous pouvez faire dans les différents échanges qu'on aura aujourd'hui et peut-être des échanges aussi qu'on aurait au futur pour vous dire voilà, qu'est-ce qui semblerait pertinent. Et puis on est souvent agréablement surpris quand on teste des choses différentes en assumant qu'on teste des choses. Et ben au moins les gens jouent le jeu et parfois ça plaît.
Voilà pour, juste, quelques éléments, d'état d'esprit. Donc il y a 2 grandes thématiques que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc il y a un fameux modèle qui s'appelle le modèle ICO, qui, me semble très modélisant et pouvant être utilisé et sous l'axe des outils d'animation de réunion et sous l'axe plutôt de réflexion globale dans l'animation de réseau. Et puis une deuxième thématique sur, la cartographie des parties prenantes, et je le traiterai pas que, sous le côté, c'est quoi qu'attendent mes parties prenantes, mais aussi le côté, qu'est-ce que du coup je mets en place pour répondre, pour ajuster ma posture face à ces différentes parties prenantes. Heu, voilà ce que j'avais envie de vous dire en élément de cadrage. Hem, peut-être je viens aussi pas du tout avec un contenu de voilà les acteurs, ce qu'ils attendent, hein. C'est plutôt, vous mettre en discussion par rapport à ce que vous connaissez du terrain et vous poser les bonnes questions. J'enchaîne? C'est parti. Alors déjà, je me posais cette question, heu, sur pourquoi est-ce que l'animation de partenariat d'acteurs, ça me semble clé? Alors, c'est débit de ma réflexion suite à différentes discussions avec les personnes du réseau, avec ce que j'ai pu lire aussi de qui vous êtes, et puis avec d'autres clients qui travaillent, un peu sur les mêmes dynamiques, que les vôtres, et j'ai identifié 5 éléments. Déjà, c'est de se dire que chaque contexte, chaque territoire, chaque type de projet, nécessite une animation différente. Et je trouve aussi que quand on arrive sur un poste d'animation de réseau, d'animation territoriale, d'animation de projet, ben, on se rend bien compte qu'on a notre patte à y mettre, quoi. Voilà, donc il y a pas une définition universelle de cette thématique d'animation de réseau. Hem, donc dans ces 5 éléments-là, pardon, je trouve déjà le 1er élément, c'est la posture d'alliance. C'est on sait bien, animer un réseau, animer des partenariats d'acteurs, il y a beaucoup d'aspects relationnels en vrai. Donc c'est comment je me positionne dans une logique de coopération, d'alliance. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la position? Je suis d'accord, je suis pas d'accord. J'ai le droit de porter ça dans la vision, j'ai pas le droit de porter ça dans la vision de la stratégie. Je sais pas, ce porteur de projet rentre bien dans les clous, ce porteur-là ne rentre pas. Tel acteur, j'en ai besoin, tel acteur, j'en ai moins besoin. Enfin voilà, ce truc d'alliance et comment est-ce que j'ajuste les alliances. Deuxième élément qui me semble clé, c'est de penser parcours des partenaires. Quand on rentre que par l'angle animation de réseau ou animation de communauté, alors si je fais le parallèle partenariat et communauté, il y a clairement des liens. Quand on anime la communauté, bah, c'est réfléchir à c'est quoi le parcours de la personne qui rentre dans cette communauté. Donc on pourrait clairement partir sur la cartographie d'un parcours. Je suis un projet potentiel, c'est quoi la première discussion que j'ai avec, l'un d'entre vous? C'est quoi après la deuxième discussion que j'ai? Est-ce que je rencontre d'autres? Voilà, comment j'avance dans mon parcours? À quel moment je passe, par un atelier thématique, par un comité de programmation, par telle et telle instance, par exemple? Voilà, au niveau du réseau régional aussi, c'est qui sont les acteurs que j'anime, qui sont ceux qui sont aujourd'hui les plus dynamiques, ceux qu'il faut dynamiser et par quelles étapes ils passent, en vraiment se mettant à leur place. Ça, pour moi, je trouve que c'est aussi clé pour venir améliorer, on va dire, le process global. Troisième élément, bah, c'est bien sûr l'enjeu des territoires. Alors, je regardais dans les listes, la liste que Léane m'a fournie, vous venez clairement de différents territoires, qui ont certainement des enjeux très différents et similaires, mais, en matière agricole, en matière d'activité aussi qui est sur le réseau, en matière peut-être aussi, d'événements qui sont portés et des acteurs qui les portent. Est-ce que c'est plutôt des acteurs, institutionnels, associatifs, plutôt, entreprises, plutôt, exploitation? Voilà, l'enjeu des territoires, il est aussi important à prendre en compte. Le quatrième élément, c'est la création de synergies. On pourrait se poser la question de qu'est-ce qui fait que les gens, ils se sentent bien dans un partenariat? Bah, faut que ça leur soit utile, faut qu'ils en retirent des choses. Donc je trouve qu'il y a aussi cette question de quel type de synergie vous aider à faire prendre. Et puis la cinquième dimension, qui est aussi une dimension qui est importante, c'est l'aspect réunion. J'ai mes réunions souvent, d'ailleurs, j'aime bien parler d'espace de discussion, parce que quand on parle réunion, on voit seulement l'aspect très formel de l'animation de réseau, alors qu'en vrai, il y a plein de choses qui se jouent plutôt dans des discussions aussi informelles. Heu, voilà, ça c'était juste pour poser le pourquoi est-ce que, de mes discussions avec plusieurs d'entre vous, cette thématique de l'animation de réseau, elle est clé pour vous. Je pourrais aussi dire que cette animation de réseau, elle est d'autant plus importante, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, Heu, on dit que le monde d'aujourd'hui, il est très volatile, il y a beaucoup d'informations à droite à gauche. Les gens, ils sont aussi, voilà,
comment on dit, submergé par plein d'infos, avec un enjeu bien sûr aussi de clarification. Quand on est sur des sujets comme la PAC, sur les différentes aides qui peuvent exister, sur les différents types de programmes, clairement, voilà, il y a besoin de faire en sorte que les gens ils y voient plus clair là-dedans, ou lequel s'apparente bien à ce que moi je peux porter, à ce que moi je peux pas porter. Il y a aussi une grosse notion d'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le monde de demain sera le monde d'aujourd'hui. Vous êtes clairement aussi très dépendant de ce qui peut se passer au niveau national. Et du coup, bah, voilà, il y a des choses qui ont lieu aujourd'hui qui n'auront pas lieu demain. Et le réseau, il doit permettre aussi à donner les bonnes infos au bon moment, faire face à cette incertitude. On dit aussi que le monde, il est complexe avec beaucoup d'interdépendance entre les acteurs. Je trouve que c'est aussi ce qui fait utilité d'un réseau, c'est comment est-ce que je comprends mieux ce qui se joue pour mon voisin, pour ma voisine, pour tel acteur avec lequel je suis en lien, et pour mettre après en réseau au sein d'un même territoire. Je trouve que ça fait partie quand même des leviers pour faire face à cette complexité. Et puis on dit aussi qu'il y a de l'ambiguïté dans ce monde. L'ambiguïté plutôt de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est moins vrai, avec en plus l'intelligence artificielle qui s'immisce dans tous les secteurs d'activité. Ça vient aussi poser des questions de c'est quoi la vérité. Et du coup, comment je m'appuie sur différentes approches, sur différents échanges, sur différents espaces de discussion pour me permettre de mieux d'y voir plus clair. Un outil pratique, du coup, pour aborder ça. C'est là où vous m'attendez plus particulièrement. Je vais vous parler de Will Schutz, qui a travaillé autour de la dynamique de groupe. Peut-être que ça vous parle. Il a notamment écrit des ouvrages autour de l'élément humain. Et lui, il nous dit, alors là, je crois que j'ai pas mis d'animation, vous allez tout voir d'un coup. Donc, je vous explique étape par étape. Déjà, il nous dit, je vous propose de regarder le bas de ce support, qu'il sera possible de vous envoyer après le webinaire, me semble-t-il, Léane. Il nous dit, pour qu'un groupe fonctionne, il y a 3 peurs auxquelles il faut répondre. Donc là, vous avez plusieurs façons de voir le mot groupe. Soit vous prenez l'idée de mon groupe, c'est ma réunion, mon atelier thématique, mon événement. Soit vous prenez mon groupe, c'est l'ensemble de mon parcours de réseau, quoi. À partir du moment où je sais pas, le porteur de projet, par exemple, entre, et au moment où, du coup, en effet, il y a choix, et il y a choix de le soutenir ou pas, quoi. Voilà. Ajuster ça en fonction de vos contextes, GAL Leader ou plutôt GOPV, etc. Donc, vous prenez votre périmètre. En tout cas, disons qu'il y a un enjeu d'avoir une dynamique groupe. Et un groupe, ça peut être à partir de 2 personnes, hein, ça fonctionne. Et ensuite, venez vous demander qu'est-ce qui permet de répondre à ces peurs. Alors, Witchwood, il dit il y a une peur d'être ignoré, peur de ne pas vraiment être dedans, peur finalement de ne pas avoir une qualité relationnelle suffisante pour pouvoir échanger. Donc là, on est vraiment plutôt sur un truc relationnel. Deuxième type de peur, c'est peur d'être humilié, peur de ne pas être dans le cadre. Alors, humilié, c'est un peu fort, hein. Mais typiquement, vous, dans ce qui peut jouer, c'est dans les critères, par exemple, dans les critères de sélection, dans les critères de ce qui est animation, ce qui ne l'est pas, dans les critères de ce qui est porté par la stratégie et ce qui ne l'est pas. Comment est-ce que je rends visible ça? Il peut aussi y avoir des questions plutôt de règles de fonctionnement. Comment on se parle entre acteurs? S'il y en a qui ont des positions d'influence supérieures, par exemple, à d'autres. Est-ce que dans certains espaces, on est au même niveau parce qu'on est là plutôt pour s'échanger des infos et pour accompagner? Ou est-ce qu'à l'inverse, on est en mode sélection et du coup, on a une dimension qui est différente? Ou en mode influence plutôt sur la dynamique territoriale ou nationale? Voilà. Donc, deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que les gens comprennent le périmètre, le sens, jusqu'où ils peuvent aller, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Ça, c'est la deuxième peur que Will Schutz souligne. Et après, il y a la troisième peur, c'est peur d'être rejeté. Alors souvent, on me dira, c'est quoi la différence entre la peur d'être rejeté et la peur d'être ignoré? Pour moi, la peur d'être ignoré, elle est vraiment relationnelle. Est-ce que je fais partie du groupe? Est-ce que je suis en lien suffisant avec mes interlocuteurs, interlocutrices? Et la peur d'être rejeté, elle est plutôt sur l'aspect, je vais dire, des convictions de la place de ma parole. Est-ce que ma parole, mes opinions, ils ont une place? Voilà. Ou est-ce que, en fait, quand je dis quelque chose, quand je propose quelque chose, quand j'essaie d'être à l'initiative de, il y a rien qui bouge, quoi.
Donc, la première grille que moi je vous propose d'avoir, c'est déjà autour de ces 3 questions. Alors là, on est plutôt sur des questions plus stratosphériques. On revient après plus sur des trucs plus concrets. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre posture, qui permet aux gens de se sentir, du coup, inclus dans un groupe? Qu'est-ce qui leur permet d'être sereins par rapport au cadre? Et qu'est-ce qui leur permet de participer au moment où ils trouvent opportun de participer? Ça vous fait déjà 3 premières questions. Et après, vous pouvez clairement utiliser l'outil plutôt sur, du coup, l'animation même d'espace de discussion. Donc là, je m'adresse plutôt à ceux qui venaient, aussi pour les outils de réunion. Déjà de poser ça, c'est-à-dire que chaque réunion où vous voulez qu'elle soit stimulante, il vous faut une inclusion. Donc un moment où les gens, ils ça leur permet de se sentir bien dans le groupe. Alors là, si je vais dans quelques illustrations, après, il pourrait y avoir d'autres types d'apports, qui pourraient être faits, mais, heu, je vais déjà déminer, quand on est consultant, on a souvent beaucoup parlé ou nous entendons beaucoup parler de brise-glace. Le brise-glace est en effet un type d'inclusion. Quand vous animez des moments où les gens ne se connaissent pas, bah, ça vaut en effet le coup de faire un brise-glace de, qui vous êtes. OK. Un peu ce que j'ai fait là même en webinaire. Mais c'est pas la seule inclusion. Une inclusion, c'est une inclusion qui est utile. Donc faites pas des brise-glaces avec des gens qui se connaissent, on s'en fiche, ils ont pas besoin de ça. Par contre, une bonne inclusion quand j'anime une réunion, ça peut être de poser juste une question qui permette un tour de table, qui permette aux gens de se mettre dedans. Voilà, donc ça peut être une question, ça peut être, s'assurer que, je sais pas, il y a le petit moment convivial de 5 minutes avant que tout le monde s'assoie. Voilà, il y a un peu des échanges. Ça peut être des choses sur, j'en sais rien, ce qui s'est passé, entre la dernière réunion et la réunion actuelle. Ça peut être un tour autour des actualités des gens. Il faut que ce soit utile. Ça sert à rien d'avoir une inclusion qui est inutile. Voilà, quand on est sur des ateliers thématiques, on pourrait poser une question de, bah, c'est quoi votre niveau de connaissance par rapport à cette thématique-là, par exemple? Voilà, j'essaie de donner des exemples, en fonction de ce que j'ai cru comprendre qui était dans vos quotidiens, mais appropriez-vous ce truc-là au tout début de votre réunion, de votre atelier, de votre rencontre, de votre comité, qu'est-ce que vous faites pour que les gens se sentent faire partie du groupe et ils ont pas, 45 000 trucs dans la tête, ils sont vraiment là, présents, pour échanger, de la thématique qui est abordée. Deuxième étape, du coup, c'est le début de la réunion. Deuxième étape de réunion, ça va être plutôt c'est quoi le cadre que j'ai besoin de fixer, c'est quoi les règles à fixer. Dans une logique partenariale, on peut poser aussi la question de l'autonomie ou de la redevabilité. Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Donc, dans une réunion, on va être sur ce truc de l'ordre du jour. Ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour identifier ça. Par contre, il pourrait avoir une question de c'est quoi les règles, les choses à déminer, les informations clés qu'il faut que tout le monde ait avant d'avancer, les attentes aussi que les uns et les autres ils peuvent avoir de ce temps. Et sur de l'animation de réseau plutôt vision générale, vraiment ce truc de contrôle, c'est quoi les règles qui fait qu'on est réseau? Si vous deviez définir, c'est quoi votre valeur ajoutée en tant qu'animateur, animatrice auprès de ces différents, porteurs de projets ou événements, acteurs du territoire, c'est quoi? Et est-ce que pour les gens, c'est clair ce qu'ils peuvent attendre de vous et ce qu'ils n'attendent pas de vous? Thématique d'après, ça va être donc, la phase d'ouverture. Donc dans les réunions, là, c'est votre phase principale. Je sais pas, si c'est une réunion d'une heure, en général, c'est au moins 45 minutes sur ce truc de l'ouverture, quoi. C'est juste, c'est quoi l'ordre du jour que vous faites défiler. Nous, on est assez convaincus que il y a plein de réunions qui mériteraient d'innover dans les processus. Ça faisait partie aussi de vos attentes et des choses que j'ai pu lire de ce que vous faites, déjà ou de ce qui mériterait d'être, fait un peu plus. C'est comment je pense des process pour que ce soit pas qu'une personne qui parle et le reste qui écoute, mais aussi des choses beaucoup plus interactives. Donc on peut utiliser des outils numériques, comme on peut juste se dire: «Il y a des moments en plus petits groupes, il y a des moments en grands groupes. Peut-être que j'ai pas besoin de tout le monde tout le temps, tout autour de la table». Peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent prendre aussi, l'initiative de faire des choses dans ces instances. Voilà, donc dans la phase de réunion, là, c'est plutôt, comment je peux faire des process un peu différents. Pour répondre plutôt au côté vision globale, réflexion globale sur ce qui se joue dans mon animation de réseau, là, la question qui pourrait être intéressante, c'est est-ce que vous êtes capable de cartographier tous les espaces de discussion que vous avez avec les différents acteurs?
Qui sont les acteurs que vous rencontrez où? Sont-ils pertinents dans cet espace? Est-ce qu'ils sont pas en doublon? Est-ce que c'est important de les mettre parce qu'ils ont une posture d'influence particulière? Voilà, là, ça sera plutôt qu'est-ce qu'on traite où? Est-ce qu'il y a des lieux qu'on traite qui sont de la décision? Est-ce qu'il y a des lieux qu'on traite qui sont plutôt de l'accompagnement, de la montée en compétences, de la transmission d'éléments concrets sur les types de programmes que vous portez, etc. Ensuite, on a toujours un enjeu un peu de descendre la dynamique de groupe. Donc, dans les réunions, c'est le moment où on fait le point sur OK, qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est quoi un peu la synthèse. Bon, ça, en général, on le fait. Dans une logique plutôt réflexion globale d'animation de réseau, la question qui se pose, c'est quoi les livrables qu'on envoie? C'est quoi les types d'informations qu'on envoie aux acteurs? Est-ce qu'on en envoie beaucoup? Pas assez? Trop? Voilà. Donc, c'est quoi un peu les livrables dont ils ont besoin et qui vous semblent pertinents pour leur montrer qu'il y a toujours cette relation que vous avez avec eux. Et puis après, il y a la fameuse déclusion. Alors, la déclusion dans une réunion, je vous l'accorde, c'est un mot assez consultant. Mais en fait, il fait assez sens parce que c'est le pendant de l'inclusion. Si je commence mon groupe par on a un sens d'être ensemble là maintenant autour de la table, hop, on discute de plein de trucs, contrôle, ouverture, recontrôle. Et là, bon, bah, disons-nous au revoir, quoi. Mais disons-nous au revoir de manière à ce qu'on se dise, on a tous été responsables de ce qui s'est passé là dans le temps passé. Du coup, qu'est-ce qu'on peut se raconter sur ce qui s'est passé? Soit un truc que moi je retiens en tant qu'individu, soit un truc que je conseille pour que ce soit mis en place avant la prochaine réunion, soit voilà, un truc un peu de prise de hauteur en fait de ce qu'on vient de vivre. Soit à quel point est-ce que ça a été utile pour moi, pas utile pour moi, est-ce que j'ai une dernière question? Bon, est-ce que j'ai une dernière question? C'est une mi-déclusion, mais bon, je peux vous l'accorder. Et donc on appelle ça déclusion parce que le pendant d'inclusion, ça serait exclusion et bon, on n'exclut pas les gens, de fait, en fin de réunion. Voilà, donc ça, c'était pour l'animation de réunion avec ces différentes étapes. La déclusion, si je le transforme plutôt dans le concept sur la réflexion globale que j'ai dans mon réseau, on pourrait se poser la question d'à partir de quel moment l'acteur il part du réseau. Ou comment est-ce que je gère quand il y a des changements de personnes et que du coup, il faut réintégrer une personne qui a changé de poste entre-temps. Et du coup, il y a une nouvelle personne, mais c'est le même poste. Enfin voilà, il y a ce truc un peu de parcours. Comment est-ce que je les inclus dans l'animation globale de ce qui se joue sur le territoire ou les partenariats que vous animez et quand est-ce qu'on en sort. Voilà. Ce que je fais une petite pause à chaque fois pour voir s'il y a des réflexions dans le chat ou s'il y a des choses qui vous intéressent. Là, clairement, je suis plutôt dans un outil de structuration qui doit nous permettre d'identifier des bonnes pratiques étape par étape. C'est-à-dire que si vous voulez progresser dans votre, je pense, animation de réunion en tant que telle, et ben, dans votre préparation de réunion, il faut qu'on retrouve ces 5 étapes. Alors, bien sûr, je dis toujours, les étapes, faut qu'elles soient utiles. Si vous êtes, je sais pas, si c'est une nouvelle réunion, les gens, vous les avez jamais rencontrés, bah, peut-être que la phase d'inclusion et de contrôle, elle sera plus importante que la phase d'ouverture. Si à l'inverse, c'est un moment où, tout le monde se connaît et il y a juste un enjeu de faire un petit retour à: «Oh là là, où vous en êtes en ce moment? J'en sais rien sur ces sujets-là». Bon, bah, du coup, c'est peut-être plus sur l'ouverture où il y a besoin de mettre de l'énergie. OK. Voilà, en tout cas, c'est des éléments en préparation qui me semblent importants. Ce que je voulais vous proposer pour casser un peu, ce rythme, de discussion descendante, c'est de faire des petits groupes de discussion autour de ce sujet. Donc la question est simple, mais les discussions, j'espère, seront riches. C'est qu'est-ce que vous faites déjà dans ces pratiques? Donc, oubliez pas qu'on peut vraiment traiter de cet outil et pour répondre aux 39 là plutôt qui ont envie de progresser sur leurs animations de réunion, bah, qu'est-ce que vous faites déjà dans les animations de réunion qui permettent une vraie inclusion, une phase de contrôle, des processus de discussion sur l'ouverture, des livrables pertinents ou des synthèses pertinentes et puis une déclusion pour se dire au revoir. Qu'est-ce que vous faites déjà? Ou qu'est-ce que vous faites pas du tout? Vous vous dites: «Là, vraiment, si je me rends compte par rapport à mon enjeu qui est, j'en sais rien, de faire en sorte que les gens, ils soient plus dedans et ben, du coup, qu'est-ce que je peux faire en inclusion, en contrôle, en ouverture, en contrôle de fin, en déclusion pour que les gens, ils soient plus dedans? Ils soient plus en réaction, ils soient plus participatifs?»
Voilà, ça peut vous faire un premier échange. Pour les personnes, là, les 30% de personnes qui venaient plutôt pour un côté un peu, c'est quoi les réflexions globales que je peux avoir autour de l'animation de réseau de manière générale, partez aussi plutôt sur, la discussion autour de qu'est-ce que je fais globalement, pas forcément dans les réunions, mais pour faire en sorte que les gens se sentent faire partie d'un collectif, comprennent le périmètre de nos actions, et des lieux pour participer aux discussions. Enfin voilà, pensez le process de manière un peu plus générale. On va faire en sorte d'avoir des groupes, de 3-4, OK. pour vous permettre d'échanger. Vous pouvez commencer entre vous par juste un petit tour de table, en effet, si vous vous connaissez pas. Heu, S'il y a des problématiques, hop, vous pourrez, venir aussi, nous chercher, je crois que vous pouvez faire appel une fois que vous êtes dans les salles et puis moi je tournerai dans les salles de réunion. Je cherche à vous envoyer le document, comme ça vous pourrez le récupérer et heu et voilà. On se donne du coup en termes de timing, on se donne un quart d'heure, comme ça vous discutez pendant un quart d'heure et on fera pas de tour des groupes, avec une grande prise de parole de tout le monde. Par contre, je vous proposerai dans le chat de mettre, 1-2 bonnes pratiques que vous avez retenues, des choses que vous dites: «Tiens ça, je l'avais pas pensé et ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'il y a voilà, on a eu des échanges autour de ça». Heu, ou une question que vous avez envie de poser, disant: «Bah, ouais, mais bon, comment on fait pour?» ou, «On a besoin d'une idée pour». Voilà, ce qui nous permettra aussi de nourrir, la discussion de manière plus générale. Du coup, dans les choses à avoir en tête, déjà donc j'entendais, souvent les discussions, elles se portent aussi sur les inclusions, donc comment est-ce qu'on choisit le bon type d'inclusion? Voilà, il y en a qui partagent des idées, d'animation, dans le chat, donc qui parlent notamment d'outils ludiques. On peut faire une inclusion qui est ludique. Encore une fois, attention à ce que le ludique, il apporte. Est-ce qu'on veut une inclusion ludique parce qu'en fait, on veut que les gens, ils se lâchent un peu et on veut faire quelque chose de différent? Et du coup, l'intention, c'est bien d'avoir quelque chose un peu de l'ordre du brise-glace ou de l'énergiseur pour mettre les gens en énergie, quitte à ce que le contenu du ludique ne soit pas forcément relié avec le sujet de la réunion. Et du coup, c'est OK. Par contre, il faut poser l'intention, quoi. L'intention, c'est, on a besoin, voilà, de faire un petit pas de côté dans ce temps de réunion ensemble. Donc je vous propose 5 minutes, d'un truc qui est ludique, soit vous faites des inclusions, plutôt en lien avec la thématique et donc là, il y en a qui ont parlé même, d'outils, numériques. J'ai entendu WooClap, il y en a peut-être qui utilisent Klaxoon, il y en a peut-être qui utilisent Kahoot. Voilà, il existe, plein d'outils. Alors souvent le frein, c'est plutôt, la licence, payante qui peut être nécessaire. Et du coup, pensez que vous pouvez faire aussi des choses plus classiques avec un paperboard en prenant en note, par exemple, certains éléments pour faire des nuages de mots, en posant une question. Vous pouvez aussi utiliser une logique, de post-it où vous demandez aux gens voilà, d'écrire sur un post-it quelque chose qui vous permet de regrouper et vous de faire un peu moi, ce que j'appelle des patates en fonction des réponses des gens. Voilà, il y en a aussi qui me parlaient plutôt d'éléments, de process en binôme pour commencer. On commence en binôme et puis après, on peut échanger plus en grand groupe. Voilà, ça peut faire partie des choses pour venir faire un pas de côté. Dans les autres exemples, aussi à donner, alors, j'ai pas été exhaustive dans les exemples, mais je vois qu'il y en a un aussi, exemple d'inclusion, le bingo des communs, donc j'imagine, trouver des points communs. Ça peut être intéressant. Ça fait office, de brise-glace, mais ça permet, de pas faire un tour de table un peu classique. Heu, Pensez aussi à tout ce qui est, photolangage. Alors là, je vous ai mis un exemple, bon, sur la météo du jour, ce qui représente votre métier, ce que vous venez, votre attente sur le moment. Là, j'ai pris des cartes Dixit pour ceux qui connaissent les jeux de société. Il y a plein de photolangages qui existent, sur internet quand vous tapez, inclusion à bonhomme. Vous avez des arbres à bonhomme, des maisons à bonhomme, des choses qui permettent d'échanger autour de dans quel état d'esprit je suis. Là, ce qui me permet de déminer un truc autour de la météo du jour notamment, qui est une inclusion qui est connue. J'ai rien contre la météo du jour en tant que telle. Par contre, poser la question aux gens, en gros: «Comment vous allez? Quelle météo vous êtes?» pour n'en faire rien,
cela me semble complètement inutile. Voilà, j'ai déjà participé à des réunions où on me dit c'est quoi votre météo du jour? Et puis bah ok, très bien, merci, nous allons continuer sur l'ordre du jour. Ça, c'est pas du tout une vraie inclusion. Si vous demandez la météo du jour aux gens, c'est que vous êtes en capacité d'ajuster votre programme pour y répondre. Voilà, merci pour ceux qui ont partagé des éléments dans le chat. Sur le côté cadrage, vous pouvez continuer s'il y a d'autres choses que vous voulez échanger. Dans le côté cadrage, j'aime bien juste cette petite réflexion autour de c'est quoi les exigences, les tolérances, les interdits et les souhaits. C'est pertinent dans l'animation de réunion en tant que telle, mais je trouve encore plus pertinent quand on est dans une logique plus de réseau ou d'instances régulières. Donc, par exemple, un comité de programmation qui va se voir régulièrement, peut-être qu'il y a des enjeux de reclarifier certaines règles. Dans les échanges que j'ai pu aussi entendre, il y a souvent ce truc de, en tant qu'animateur de réseau, souvent je porte un peu toute la responsabilité de l'animation, quoi. Si c'est une bonne animation, du coup, c'est grâce à moi. Si c'est une mauvaise animation, c'est plutôt à cause de moi, quoi. Alors qu'en fait, quand on réfléchit à une logique de groupe réseau, le niveau de maturité qui serait pertinent d'atteindre, c'est que chacun se sente responsable de ce qui se passe dans ce réseau. D'où la réflexion d'avoir des règles communes qui puissent être proposées par l'animateur de réseau ou de partenariat, pourquoi pas, mais aussi qui soient partagées par les personnes, quoi. C'est quoi que tu attends de ces rencontres qu'on va avoir ensemble? Voilà, pour avoir cette question-là, plus de redevabilité. En déclusion, je vous partage différentes idées. Il y a la déclusion sur le feedback de comment ça s'est passé l'échange. Donc ce fameux ROTI, alors c'est en anglais, c'est Return on Time Investment, mais bon, peu importe, ROTI, c'est facile à retenir. Mais c'est juste la logique de à quel point est-ce que l'échange a été utile, la valeur ajoutée de cet échange, ou l'animation. Parce que souvent, vous, dans vos cas, c'est pas tant l'utilité de l'échange, mais c'est surtout à la façon dont ça a été animé, la façon dont on a atteint ou pas les objectifs. Voilà, donc l'idée étant de récolter un feedback pour que chacun puisse après peut-être faire une proposition de comment le faire autrement. Alors bien sûr, il faut être prêt parce que si tout le monde répond zéro, et ça me semblait complètement inutile et le process n'était pas du tout adéquat, il faut savoir y répondre. Mais que si vous posez la question, c'est que vous êtes en capacité de recevoir la réponse et de pouvoir dire, OK, j'entends vraiment la façon dont je vous ai proposé ce temps. J'ai essayé une inclusion sur les communs, bingo des communs. Voilà, ça m'a été proposé par quelqu'un, j'ai voulu tester. A priori, ça n'a pas plu, mais c'est OK, on fera autrement la prochaine fois. Ou à l'inverse, ça a super bien fonctionné. Bon, du coup, je m'engage la prochaine fois à venir réfléchir à quelque chose. Les autres types de déclusion, le truc rapide, ça peut être juste le mot de la fin. C'est ce qu'on fera nous. Je vous le spoil tout de suite. Ça peut être aussi des engagements. C'est parce qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je mettrai en place avant le prochain temps d'échange ou qu'est-ce que je m'engage à venir échanger peut-être avec quelqu'un en dehors de ce temps-là. Vous pouvez aussi refaire du photolangage. Et puis, je vous ai mis, il y a plein de jeux de cartes qui existent où là, vous avez une série de questions qui pourront peut-être vous inspirer. Je vois qu'il y en a dans le chat qui parlent aussi de ce qui est au-delà du temps de réunion, mais bien du temps de réseau. Donc, il y en a qui parlent bien sûr de visite de projet. Donc, ça peut répondre clairement à une logique d'inclusion, voire même une logique de cadrage, parce que du coup, ça veut dire que vous donnez aussi un peu une vision, un parti pris sur ce qui est important pour vous, dans la façon dont vous animez cette visite-là de projet. Il y en a qui parlent aussi de temps visio ou présentiel à tous les membres du coproc pour présenter leader, surtout aux nouveaux élus. Là, on pourrait se poser la question au-delà de la présentation, qu'est-ce qui peut être fait de manière un peu interactive? Est-ce qu'on demande aux gens c'est quoi leur vision de ce qu'ils en savent déjà? Comme ça, c'est eux-mêmes qui se nourrissent les uns les autres avant d'aller sur les éléments plus flous que vous pouvez apporter. Est-ce que c'est faisable de le faire en discussion grand groupe ou est-ce qu'il vaut mieux passer par un outil plutôt écrit, post-it, en binôme, puis restitution en grand groupe? Ça peut être en effet des bonnes pratiques. Je sais qu'il y en a qui parlent en effet aussi de parrainage. Ça peut être le cas. Et puis il y a Clémentine qui nous partage quelque chose aussi donc elle est sur l'accueil de nouvelles personnes, la création de groupes. Mais là, il s'agit d'un nouveau cas de figure, une moitié d'ancien, une moitié de nouveau. Comment est-ce qu'on peut recréer une dynamique? Je prends cette question-là pour vous montrer comment on peut utiliser ICO là-dessus. Si on se dit, tiens, je veux créer une nouvelle dynamique, à partir donc voilà, des gens un peu moite-moite, moitié qui se connaissent, moitié d'autres qui se connaissent pas ou quoi. Vous pouvez venir réfléchir comment est-ce que dans l'inclusion, je fais en sorte qu'il y ait et des gens qui retrouvent à un moment un peu leurs anciens nouveaux. Donc peut-être que je peux faire des binômes parfois sur les gens que je connais déjà, ou à l'inverse,
ancien, nouveau et de poser plutôt une question sur qu'est-ce que j'ai envie, pour moi, c'est quoi, alors, c'est quoi le rôle de ce comité ou qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'apporter dans ce comité pour que les plus nouveaux ils puissent venir dire bah, des choses nouvelles, des choses bousculantes, des expériences que j'ai vécues par ailleurs. Et à l'inverse, les plus anciens puissent affirmer leur rôle aussi de plus anciens. Sur la phase de contrôle, c'est quelles règles je pose pour que les nouveaux se sentent OK de parler et les anciens ne parlent pas trop ou se sentent OK de venir dire quand ça leur semble vraiment pas en lien avec l'historique ou ce qu'on a déjà vécu. Donc, c'est un peu mettre les deux pieds dans le plat dans la phase de cadrage. Dans la phase d'ouverture, du coup, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, de c'est quoi les moments où ça vaut le coup d'assumer qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres. Comment je répartis la parole aussi. Je sais que j'ai déjà vu des animations où du coup on dit les personnes qui sont là depuis longtemps, vous avez le droit de parler, mais qu'en dernier. Parce que du coup, laissez les nouveaux parler, puis après vous pourrez rebondir. Voilà, ça peut être ce type aussi de questions-là. Euh, voilà, il y a c'est pour ça qu'il y avait aussi la question du parrainage. Voilà, ça c'était pour le premier temps. ICO. J'ai essayé de regarder dans le chat, c'est peut-être des trucs que j'ai ratés. Je vois que Léane répond que vous aurez en effet le support. Euh, et des fiches outils aussi que je vous transmettrai. Bénédicte, pardon, nous partage aussi des idées de quiz. Ça peut être aussi en effet pertinent. Ce qui joue peut-être pour clôturer sur cette séquence-là, c'est vraiment sur chacune des étapes, comment est-ce que vous vous permettez de donner un peu de la responsabilité aux personnes qui sont présentes en leur demandant de participer. Toujours en trouvant le juste équilibre entre moi, je vous demande de participer, mais j'ai aussi conscience de ce que ça vous demande ou de ce qui est utile pour vous. Voilà. Vous l'avez compris, faites des animations qui soient pertinentes. Pour répondre à Céline, je vais venir aussi sur le contenu de la formation en présentiel. Je voulais juste vous apporter juste avant, mais je reviendrai là-dessus 5 minutes avant la fin, quelques éléments autour des parties prenantes. Qu'est-ce qu'une partie prenante et pourquoi je trouve que cette approche-là aussi qu'on creusera lors de la formation en présentiel me semble intéressante, c'est vraiment de réfléchir à qui sont mes parties prenantes, à quel moment est-ce que je les intègre ou je les intègre pas, et c'est quoi leurs attentes vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'un groupe ou vis-à-vis du programme que je porte ou vis-à-vis du réseau que j'anime. Quand on parle partie prenante, on parle bien de toutes les catégories de personnes qui est impactée ou qui nous impacte. Donc de l'activité de l'organisation, j'ai mis ça pour que ce soit large, mais du coup ça peut être de l'activité des projets, comme ça peut être de l'activité du réseau, comme ça peut être de ce qui se passe sur le territoire. Enfin bon, voilà, vous transformez ça. Une partie prenante, c'est bien dans une personne qui peut être impactée ou qui peut être impactée ou qui nous impacte. Je vous ai mis ça, on va pas passer en revue, mais je trouve la première étape quand on prend l'approche des parties prenantes, c'est élargissons notre périmètre des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est pas que les porteurs de projets pour les GAL leaders ou c'est pas que les acteurs du territoire pour ceux qui sont plutôt en GOPEI ou c'est pas que les acteurs du réseau. C'est aussi les personnes qui peuvent être impactées de manière plus largement. Des personnes qui peuvent juste s'inquiéter, qui aimeraient avoir des infos. Personnes qui ont été impliquées dans le passé. Ça peut être aussi les personnes qui peuvent aider à traiter des impacts très spécifiques, que ce soit au niveau national, européen, au niveau très local, peut-être des territoires qui font des choses similaires à nous. Voilà. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent influer sur les activités, les objectifs, les stratégies, les projets qui sont portés. Et ça peut être aussi des parties prenantes qui peuvent être désavantagées s'ils sont exclus du dialogue. Soit parce que ça peut être des futurs partie prenante, soit parce que ça peut être des personnes, j'en sais rien, en interne, qui travaillent sur d'autres sujets, mais qui pourraient être pertinentes à intégrer. Alors attention, l'idée d'élargir le nombre de parties prenantes, c'est pas pour leur mobiliser du temps. C'est déjà pour avoir un vrai mapping des attentes des parties prenantes, une cartographie des attentes des parties prenantes, pour ensuite seulement se demander quand est-ce que je les implique ou pas. Ouais, donc il y a peut-être des choses là-dedans qui vous font penser à certaines parties prenantes avec qui vous parlez pas assez, ou des parties prenantes que vous avez du mal à atteindre. Ensuite, vous pouvez cartographier ces parties prenantes-là pour faire varier votre posture. Alors, il y a plein de types de cartographie des parties prenantes qui existent. Moi, là, j'ai sélectionné celle de Mitchell, qui vous parle peut-être, qui dit: «Ajustez votre posture en fonction de la catégorie de la partie prenante».
est-ce que la partie prenante, elle a du pouvoir? Est-ce qu'elle a du pouvoir d'action sur, alors là, faut lier à un sujet du coup, sur, ce typologie de sujet, sur ce typologie de thématique que vous creusez sur votre territoire? Voilà, est-ce qu'elle a du pouvoir? Est-ce qu'elle a de la légitimité? Est-ce qu'elle est vue comme légitime, vis-à-vis de cette thématique-là? Soit par vous, soit par le réseau, soit par les autres parties prenantes? Voilà, parce que des fois, il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui sont pas forcément, légitimes dans le sens, en redevabilité de ce qui peut se passer, en responsabilité même de ce qui peut se passer. Et on peut avoir des jeunes personnes qui sont légitimes à être dans les discussions, mais qui n'ont pas de pouvoir. Je pense que ça peut vous parler. Et après, il y a l'urgence. Alors, l'urgence, elle est plutôt par rapport à des attentes. Attentes vis-à-vis de vous, vu que là, je parle de vous, enfin, c'est vous qui pouvez faire bouger des trucs, en tout cas, qui peuvent animer un peu différemment. C'est quoi les attentes que que les parties prenantes ont vis-à-vis de vous et à quel point est-ce qu'elles sont urgentes? Est-ce que ça s'inscrit dans un calendrier qui est clairement très jalonné? Est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt des demandes qui sont latentes, qui existent, mais que vous avez du mal à saisir parce que vous ne pouvez pas passer du temps partout et de l'énergie partout? Voilà, et donc en fonction de ça, vous pouvez réussir à identifier les différentes postures à avoir en fonction de si la partie prenante, elle a du pouvoir, de la légitimité et ou des demandes qui peuvent être urgentes. Voilà. Donc qu'est-ce que vous ajustez? Typiquement une partie prenante qui va avoir du pouvoir, donc qu'elle soit, on va dire plutôt, dominante ou alors, dangereuse parce qu'elle est très en demande de quelque chose, de très urgent et elle peut avoir beaucoup de pouvoir, mais en vrai, elle a pas forcément une légitimité. Là, il va y avoir un enjeu de recadrage. Comment est-ce que vous cadrez la légitimité de chacun? À l'inverse, quand elle est légitime avec du pouvoir, mais qu'elle a pas des demandes qui sont urgentes, il y a quand même un enjeu d'aller travailler la relation parce que le jour où ces attentes, elles sont urgentes, vous avez la redevabilité d'y répondre. Là, on est plutôt dans comment est-ce que je lui parle régulièrement, sans forcément répondre à toutes ces demandes, qui sont moins urgentes. À l'inverse, quand vous avez des personnes qui sont légitimes, mais qui ont pas de pouvoir, là, elles sont assez dépendantes de vous ou elles sont assez en demande de vous. Là, souvent, ce qui va jouer, c'est comment est-ce que, vous faites en sorte de la sensibiliser sur le cadre qui est plus global, et sur le, cadre qui est où vous avez pas forcément tous les pouvoirs. Voilà. Et puis alors le top, bien sûr, c'est de mettre le plus d'énergie possible dans les parties prenantes qui sont dites définitives, donc qui ont du pouvoir, de la légitimité et de l'urgence. Voilà, dans les formations en présentiel, on pourra aller plus loin sur ce modèle-là pour aller, du coup, partager qui sont les parties prenantes de quel type de catégorie pour vous et du coup, comment vous ajustez votre posture. J'avais envie de vous faire, du coup, un lien entre les 2 outils pour un peu, commencer à aller sur la fin de ce webinaire et vous parler des formations en présentiel pour celles et ceux qui pouvaient, être intéressés. C'est de faire le lien, du coup, entre ces parties prenantes, leurs attentes, leurs enjeux de pouvoir, légitimité et urgence et l'animation du territoire, l'animation du réseau, l'animation des partenariats, l'animation des réunions. Hem, donc je vous ai identifié des questions, elles ne sont pas exhaustives, mais vous les aurez au moins dans le support. À quel point les acteurs se connaissent, à quel point ils ont envie d'être là. On fait pas la même on n'a pas les mêmes dynamiques d'inclusion quand les gens, ils ont envie d'être là et qu'ils sont super partants de tout et les gens qui ont pas envie d'être là et qui ont juste trop d'autres trucs à faire, qui leur semblent, elles, plus urgentes. Donc comment est-ce que vous faites en sorte que les personnes, elles soient incluses au juste niveau de l'engagement qu'elles peuvent prendre, heu, ou arriver à les faire rentrer dans de l'énergie, en faire en sorte qu'elles ont de mobiliser de l'envie. Voilà, donc ça peut se traiter dans des moments d'inclusion, de visite, comme vous l'avez peut-être, dans les pistes ou en tout cas de ce que vous faites qui répond, pouvoir mobiliser ça, comme ça peut être dans les réunions. À quel point elles y voient un intérêt, à quel point elles ont besoin de se positionner. Quand je pensais positionnement, on travaille aussi pas mal avec, des territoires et leurs élus. Et de fait, on voit bien, hein, quand on est élu, on n'a pas le même enjeu de positionnement, que quand on travaille dans l'administration ou quand on fait partie des acteurs, qui, parfois d'ailleurs, touchent des subventions, du territoire et donc aussi des enjeux de positionnement pour montrer que, voilà, ils respectent aussi les engagements qui avaient été pris. Ces positionnements-là, vous avez besoin, vous, de les avoir en amont. Certainement que du coup, ça vient questionner des choses autour du pouvoir et de la légitimité. Et donc comment est-ce que vous faites en sorte que dans les discussions qui sont pertinentes, que les aspects d'influence ne biaisent pas les discussions? Comment vous faites pour que l'inclusion le permette? Que les personnes qui se sentent moins de parler puissent
se parler, quand les personnes se sentent moins dans le collectif, puissent avoir des moments pour s'y intégrer. Dans la phase de contrôle, du coup, c'est quoi les règles pour que tout le monde participe? À quelle fréquence? Quand c'est plusieurs types de lieux de discussion, quand il y a des ateliers thématiques, des terrains, des événements terrains, est-ce qu'on demande à chacun d'avoir un engagement un peu plus présent? Est-ce que du coup, la participation, c'est au moins d'avoir des échanges réguliers par téléphone parce que c'est comme ça que vous arrivez à mobiliser les gens? C'est quoi les craintes à déminer? De quoi les gens ils ont peur? C'est assez intéressant les peurs là-dessus, du coup, sur quoi est-ce que vous pouvez vous y répondre pour qu'ils s'assurent de participer? Est-ce qu'il y a des zones de flou à clarifier? Est-ce qu'il y a des comportements à éviter? Sur l'aspect ouverture, c'est, quelles sont les parties prenantes pertinentes qui peuvent être, intéressantes en synergie? Est-ce qu'il y a des gens à mettre en contact pour qu'ils puissent se parler, sans vous? C'est quoi les questions qui concernent tous et c'est quoi les questions qui concernent une partie? Arrêtons les réunions où il y a des gens qui sont concernés pendant 3 heures et d'autres qui sont concernés que pendant 1 heure et d'autres qui sont concernés que pendant une demi heure, quoi. Faisons en sorte que les gens, ils puissent être là vraiment dans les moments qui leur sont pertinents. Et est-ce qu'il y a des rôles à donner à chacun et à chacune dans ces process d'ouverture? Vous parliez de l'enjeu avec des anciens, des nouveaux. Est-ce que du coup, il y a des moments dans les temps d'échange où, les anciens sont plus là en preneurs de notes et en je veux dire en challenge un peu, pour donner de l'historique, pour que les nouveaux puissent plus s'exprimer? Ou est-ce qu'à l'inverse, les nouveaux peuvent au début, pour se mettre un peu dedans, plutôt eux être en mode scribe? Voilà, il y a pas une seule, façon de faire, mais en tout cas, il y a cette réflexion autour des rôles qui est pertinente. Ensuite, vous pouvez vous poser la question des livrables. Quand c'est à la fin d'une réunion, à quelle mesure est-ce que le livrable, il est utile pour les gens? Est-ce que je fais plutôt un compte rendu avec tout ce que les gens, ils ont dit parce que c'est important de savoir qui a dit quoi? Parce que c'est pas la même chose quand c'est un tel qui le dit ou une telle. Est-ce qu'à l'inverse, en fait, ce qu'on veut, c'est plutôt des éléments aussi sur ce que ça traduit sur la suite et en fait, ça suffit? Et est-ce qu'on veut plutôt quelque chose de visuel qui permette d'être, lu par toutes les personnes qui n'étaient pas présentes parce que vous avez des acteurs qui sont nombreux et qui sont pas mobilisés? Voilà, enfin, en tout cas, à quel point est-ce que c'est utile pour les gens? Quelles sont les actions avec lesquelles chacun doit repartir et quelle visibilité sur la suite? Bon. Et sur, la phase plus de déclusion de manière générale, c'est, est-ce qu'il y a des engagements à inciter? Est-ce qu'il y a des retours qui sont intéressants à partager? Qu'est-ce que vous avez envie de capitaliser? On pourrait même se poser la question de qu'est-ce que vous avez envie de partager à d'autres régions, par exemple, qui travaillent sur des thématiques peut-être communes, à d'autres territoires, à d'autres acteurs qui n'étaient pas présents à la réunion parce qu'ils n'y étaient pas conviés, mais que ça peut être intéressant pour eux d'avoir une vision sur ce qui se passe. Ça rejoint la question des parties prenantes qui est susceptible de s'inquiéter de ce projet. Voilà, un webinaire qui a été pensé du coup pour, vous donner ces 2 angles d'approche. Donc un angle vraiment, animation, inclusion, contrôle, ouverture, donc la peur d'être ignoré, la peur d'être humilié ou pas être dans le cadre et la peur d'être rejeté, de pas avoir sa place dans les discussions. Avec quelques débuts de pistes d'outils, qui, seront amenés à être creusés, par la suite et surtout expérimentés. Parce que c'est, ce qui est nécessaire, parce qu'ensuite souvent on entend plein de trucs, mais on ne se voit pas forcément l'appliquer. Donc, c'est aussi important d'avoir ces moments-là pour ensuite se dire comment moi concrètement je l'applique. Et puis, une deuxième séquence qui est plutôt sur, c'est quoi la vision que vous avez de vos parties prenantes, lesquelles sont pertinentes à intégrer quand et surtout comment vous ajustez votre posture à ces parties prenantes-là. Il y a différentes sessions qui sont prévues, en présentiel pour creuser. Hem, alors, on va revenir bien sûr sur des choses qu'on a vues là comme ça que je vous ai partagées. Il y a eu quelques bonnes pratiques qui ont été échangées, mais l'idée c'est d'aller plus loin. C'est d'aller aussi plus loin par rapport aux parties prenantes, de regarder plus concrètement, sur vos territoires et quand vous portez, des projets de type Gal Leader ou des projets enfin ou des GOPEI, des projets aussi collaboratifs, qu'est-ce qui se joue pour vous? Voilà, d'aller un peu plus dans le concret sur votre situation à vous. Hem, on parlera aussi de gouvernance et de structure. Donc, ce côté, qu'est-ce qui est fait chez les autres en termes d'articulation d'instances? Et on parlera aussi bien sûr de tout ce qui est résistance au changement, parce que quand je veux mettre en place des choses et qu'il y a des choses qui me voilà, qui créent plutôt de la question, qui créent de la frustration parfois, qui fait que les gens ne se mobilisent pas, comment est-ce que j'outrepasse ça? Clairement, les formations, elles sont pensées en présentiel pour, parler de vos situations et voir comment est-ce qu'on vous aide à faire des pas de côté, avec des outils qui ont le mérite, d'exister, d'être testés et de fonctionner, par contre qui ont la nécessité d'être ajustés, discutés, entre vous pour s'assurer elles soient pertinentes. Donc voilà les éléments, qui se feront dans les formations.